Chaque Langford connaissait sa place dans ce grand domaine. Même moi, la fille de la gouvernante, qui avait sa place dans l'ombre. Pendant 26 ans, j'ai porté leur murmure sur mon dos. La fille de la bonne, m'appelait-il, entre deux gorgées de champagne et des rires privilégiés. Seul grand-père Charles me voyait différemment, m'apprenant les échecs, tandis que ses vrais petits-enfants recevaient leur droit de naissance. À sa mort, ils m'ont à peine remarqué à la lecture du puits, leur moquerie devenant venimeuse lorsque j'ai hérité de sa cabane oubliée au bord du lac. Ils ne pouvaient pas savoir qu'entre ces murs patinés attendait un secret qui transformerait leur moquerie en peur, car le sang parle plus fort que le statut, et Charles Langford avait gardé son plus grand coup pour la fin. J'ai passé toute ma vie à regarder à l'extérieur. C'est ça, grandir à la périphérie de la richesse. On voit tout, mais on n'est jamais vraiment vu. Je m'appelle Cala Mercé et j'ai 26 ans. Ma mère, Helena, a été la gouvernante de la famille Langford pendant plus de 30 ans. Et j'étais là, l'ombre supplémentaire qui se déplaçait dans les couloirs de leur vaste propriété. Reste à l'écart, ma chérie, murmurait maman en ramenant doucement une mèche de mes cheveux bruns derrière mon oreille. La famille a deviné aujourd'hui. La famille? Jamais notre famille. Toujours la famille, comme s'ils étaient des membres de la famille royale et que nous étions les fidèles sujets qui géraient leur château. Je me souviens, à 7 ans, me cacher dans la bibliothèque parce que les petits-enfants Langford organisaient une fête au bord de la piscine. Elisabeth, l'aînée des petites filles, m'a trouvé blotti avec un livre. « Pourquoi ne nagez-vous jamais avec nous ?» demanda-t-elle, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux blonds sur le tapis ancien. Avant que je puisse répondre, son cousin Jackson est apparu dans l'embrasure de la porte. « Parce que c'est l'idiote qui sert de servante, » dit-il avec un sourire narquois. Ma mère dit qu'on ne devrait pas se mélanger. J'ai fait semblant d'être absorbé par mon livre jusqu'à leur départ, mais j'ai entendu la réponse d'Elisabeth alors qu'ils s'éloignaient. C'est la fille de la bonne. Elle est bizarre de toute façon. La fille de la bonne. C'est ce que je suis devenu pour eux. Pas qu'elle a. Même pas une personne avec des sentiments, des rêves ou des pensées. Juste la fille de la bonne. Mais pas pour grand-père Charles. Charles Langford était différent. Il me remarquait tandis que ses enfants et petits-enfants traversaient la vie à toute vitesse, accumulant biens et statuts. Charles me retrouvait souvent dans des coins tranquilles du domaine et me parlait simplement. Les échecs, c'est comme la vie, Cala. Il me l'a dit un après-midi pluvieux, quand j'avais 9 ans. Nous étions assis dans son bureau, l'échiquier entre nous, la cheminée crépitant. L'important n'est pas le nombre de pièces qu'on prend, mais la compréhension de l'échiquier. Le coffre en acajou qu'il m'a appris à utiliser était sculpté à la main en Italie. Je le sais parce qu'il m'a raconté l'histoire. De l'avoir acheté pendant sa lune de miel 50 ans plus tôt. Tandis que ses propres petits-enfants étaient comblés d'appareils électroniques dernier cri et de vêtements de créateurs, grand-père Charles m'offrait des livres. Des classiques, principalement de Dickens et d'Austin Steinbeck. Un esprit comme le tien a besoin d'être nourri, disait-il, les yeux pétillants derrière ses lunettes à monture métallique. Je ne comprenais pas alors à quel point c'était étrange. Le patriarche milliardaire accordait une attention particulière à la fille de la gouvernante. Mais d'autres l'avaient remarqué. Oh, il l'avait remarqué. N'est-ce pas agréable que Charles soit si charitable? J'ai entendu Madame Langford, sa belle-fille Margaret, dire à son amie lors d'une garden party. Sa voix était chargée d'amertume, s'intéressant aux enfants du personnel. En grandissant, les murmures se sont intensifiés. À l'adolescence, les petits-enfants Langford cachaient à peine leur ressentiment. Voilà Cendrillon. Léa disait, dès que j'entrais dans une pièce. Léa était la fille de Margaret. Belle, diplômée de Harvard, et cruelle avec cette désinvolture qui naît du fait de ne jamais avoir à se soucier des autres. Les sentiments des gens. Ma mère ne semblait jamais s'en soucier. Helena Mercé avait une colonne vertébrale d'acier, enveloppée dans un uniforme de femme de ménage. Ses mains étaient toujours légèrement rouges à cause des produits d'entretien, mais elle se tenait avec une dignité tranquille. On n'a pas besoin de leur approbation, disait-elle quand je rentrais à la maison en pleurs. On est là l'un pour l'autre. J'ai posé des questions sur mon père un jour, quand j'avais 12 ans. On pliait du linge dans notre petit appartement au-dessus du garage, le logement du personnel comme l'appelaient les Langford. Il n'est pas sur la photo, Cala, dit-elle, soudain très intéressée par l'alignement des coins d'un drap. Et on est mieux comme ça. Mais qui est-il? Comment s'appelait-il?
Elle s'assit devant le linge et me regarda avec des yeux qui semblaient soudain beaucoup plus vieux. Certaines questions n'ont pas de réponse qui nous aide à aimer. Parfois, la réponse ne fait qu'ajouter à la douleur. Elle n'a plus jamais parlé de lui, et j'ai appris à ne pas poser de questions. Quel que soit le secret qu'elle portait, il lui pesait. Je le voyais à la façon dont ses épaules s'arrondissaient quand elle pensait que je ne regardais pas. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire grâce à une bourse, grand-père Charles a discrètement organisé les obsèques. Maman n'a invité personne de la famille Langford. Mais Charles est venu quand même, assis au dernier rang, applaudissant plus fort que quiconque lorsque je traversais la scène. 2 ans plus tard, maman est décédée d'un cancer. Tout est allé très vite. Du diagnostic aux funérailles en moins de 6 mois. Charles a tout payé, des traitements inefficaces à la cérémonie simple mais élégante. Elle faisait partie de la famille, a-t-il simplement dit lorsque j'ai essayé de le remercier. Les Langford ont envoyé des fleurs, mais n'ont pas assisté aux obsèques. Je suis resté au domaine, non pas comme employé, mais comme assistant personnel de Charles, un poste qu'il avait créé pour moi. Le reste de la famille a détesté ça, bien sûr. Leurs murmures sont devenus des remarques acerbes. N'est-il pas temps que tu trouves ton propre logement, a demandé Richard Langford, le fils aîné de Charles, lors d'un dîner de famille que j'aidais à organiser. Charles avait répondu avant moi. L'appel reste aussi longtemps qu'elle le souhaite. Cette conversation est close. Et puis, au printemps dernier, Charles m'a tendu une enveloppe. Ne l'ouvre pas encore, dit-il, la main légèrement tremblante. À 89 ans, sa santé déclinait, même si son esprit restait vif. Ouvrez-la quand vous apprendrez mon départ. Et soyez présent à la lecture du testament, quoi qu'on vous dise. J'ai rangé la lettre, incapable d'imaginer un monde sans Charles Langford. Ce monde est arrivé il y a 3 semaines. Arrêt cardiaque, paisible dans son sommeil. Les funérailles furent grandioses, bien sûr. Des centaines de personnes, hommes politiques, célébrités, chefs d'entreprise, tous venus rendre hommage au grand Charles Langford. Je me tenais au fond, un visage parmi d'autres dans cette marée de vêtements noirs et de chagrin artificiel. L'invitation est arrivée hier. Papier crème, papier à en-tête coûteux de Howard Brent & Associates, le cabinet d'avocats familial depuis des générations. Mademoiselle Calamré est priée d'assister à la lecture du testament de Charles-Édouard Langford. Je l'ai lu une 12aine de fois, me demandant pourquoi j'y étais, me demandant si ce n'était pas une erreur. Mais je me souviens alors de l'enveloppe encore scellée, attendant dans le tiroir de ma table de chevet. Ce soir, je l'ouvre. L'écriture de Charles est tremblante mais claire. K, sois présent au rassemblement final. La vérité attend le bon moment pour éclore. Avec amour, Charles, le domaine de Langford se dresse devant moi. Tout en pierre, en lierre et en argent. Je gare ma Honda d'occasion à côté de la Mercedes et prends une grande inspiration. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais une chose, j'en ai assez d'être invisible. Dès que je franchis la porte d'entrée, l'entrée principale, et non la porte de service que j'utilisais depuis des années, l'atmosphère change. Les conversations s'arrêtent, les têtes se tournent. Tiens, dit Eden, l'un des cousins. L'aide passe généralement par l'arrière. Je l'ignore, le menton haut, tandis que je me dirige vers le bureau où aura lieu la lecture. Les regards me suivent, jugeants, interrogateurs. Je porte la seule robe noire que je possède. Simple mais élégante. Pourtant, je me sens mal habillé parmi leurs tenues de soirée de créateurs. Richard Langford lève les yeux de sa conversation, son expression se durcissant en me voyant. C'est la famille, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai été invité, répondis-je en brandissant l'enveloppe du cabinet d'avocats. Margaret, sa femme, rit doucement. Quelle ingéniosité! J'imagine que vider des pots de chambre apprend à saisir les opportunités. Le silence retombe lorsque Lilo approche, un verre de scotch à la main, bien qu'il soit à peine midi. Ses cheveux blonds sont tirés en arrière en un chignon sévère, soulignant ses pommettes saillantes et son regard encore plus perçant. Pourquoi est-elle là, demande-t-elle, sans personne en particulier. Sa mère n'était que la gouvernante. Je sens le rouge me monter aux joues, mais je m'efforce de rester neutre. 6 ans sous le mépris des grandes universités m'ont appris à porter un masque. Monsieur Brent m'a invité. Je dis simplement, comme c'est touchant, répond Leia. La petite charité de grand-père jusqu'au bout. Avant que je puisse répondre, Howard Brent entre dans le bureau.
Il est grand, aux cheveux gris, avec les gestes précis de quelqu'un qui mesure la vie en heures facturables. Si tout le monde veut bien s'asseoir, dit-il. Nous pouvons commencer. Tandis que la famille s'installe dans les fauteuils et les canapés en cuir, je m'assois près de la porte, assez près pour entendre, assez loin pour sortir rapidement si nécessaire. Mon cœur bat la chamade en touchant le contour de la lettre de Charles dans ma poche. La vérité attend le bon moment pour éclore. Je suis sur le point de découvrir ce qu'il voulait dire. Le bureau sent le cuir, les vieux livres et l'eau de Cologne de luxe. C'est une pièce conçue pour intimider. Chêne foncé des lambris, des étagères hautes comme le plafond et un bureau massif derrière lequel se tient maintenant Howard Brent. La lumière filtre à travers les vitraux, projetant des ombres colorées sur les visages impatients de la famille Langford. Monsieur Brent ajuste ses lunettes et ouvre un épais porte-document en cuir. Avant de commencer, dit-il d'une voix mesurée et précise. Je tiens à préciser que j'ai travaillé avec Charles pendant plus de 40 ans. Il était méticuleux dans sa planification et profondément intentionnel dans ses décisions. Le document que je m'apprête à lire représente ses dernières volontés exactement telles qu'il les souhaitait. Richard Langford s'éclaircit la gorge avec impatience. Nous comprenons, Howard. Continuons. J'observe la famille depuis mon coin. Des enfants, 9 petits-enfants, divers conjoints, tous affichant des expressions allant de la solennité à une anticipation à peine dissimulée. Ce sont des gens qui ne se sont jamais souciés d'argent et qui pourtant s'en préoccupent constamment. Très bien, dit Monsieur Brent, moi, Charles-Édouard Langford, saint d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon testament. Le langage juridique envahit la pièce. Je me surprends à étudier les réactions de la famille sont plus sensibles que l'écoute des paroles. Les doigts de Margaret se crispent et se relâchent autour de sa pochette. Richard se caresse la moustache à plusieurs reprises. Leia examine sa manucure avec une désinvolture forcée. Puis commencent les distributions à mon fils Richard et à sa femme Margaret. Je laisse la maison d'été dans le vignoble de Martha et 5 millions de dollars. Richard hoche la tête comme si c'était exactement ce à quoi il s'attendait. À ma fille Catherine et à son mari James, je lègue l'appartement parisien et 5 millions de dollars. Catherine s'essuie les yeux avec un mouchoir. À mon fils William, je lègue la propriété d'Aspen et 5 millions de dollars. William, le cadet des enfants de Charles, esquisse un léger sourire. À ma fille Elisabeth, je lègue ma collection d'éditions originales et 5 millions de dollars. Et ainsi de suite. Propriété, objet de famille, actions, allocations en espèces, tout est distribué avec une précision méticuleuse. Chaque petit enfant reçoit un fonds fiduciaire. Des œuvres d'art spécifiques vont à des personnes spécifiques, le yacht familial à un petit-fils, la collection de voitures anciennes à un autre. Pendant tout ce temps, je reste assise, me demandant pourquoi. Je suis là. Je n'attends rien, n'espère rien, et pourtant le poids de la lettre de Charles dans ma poche me paraît lourd. Finalement, Monsieur Brent marque une pause et prend une gorgée d'eau. Les principales distributions semblent terminées. La famille semble satisfaite, voire extatique. Aucune surprise pour l'instant. Il reste quelques articles, poursuit Monsieur Brent. À mon fidèle personnel, je laisse les primes décrites à l'annexe E. Un léger murmure traverse la pièce. Procédure habituelle, mais généreuse, apparemment. Et à Calamercé, dit Monsieur Brent, son regard trouvant le mien. Je laisse la petite cabane au bord du lac et le contenu de cette enveloppe. Le silence s'installe une fraction de seconde avant que quelqu'un, je pense que c'est un des cousins, ne grogne. Puis un rire discret résonne dans la pièce. La cabane, dit Richard en riant. Eh bien, c'est approprié. La cabane au bord du lac. Je la connais bien. C'est une simple structure de 2 chambres à l'extrémité de la propriété de Langford, où Charles allait écrire et réfléchir. C'est là qu'il m'a appris. Les échecs. On s'asseyait sur le porche et on regardait les orages déferler sur l'eau. Pour les Langford, ce n'était rien. Une propriété négligée, qui ne méritait pas d'être mentionnée en bonne compagnie. Pour moi, elle est remplie des seuls bons souvenirs que j'ai de cette famille. Je suppose qu'elle a besoin d'un bon nettoyage, dit Margaret avec un sourire narquois. Oncle William se penche en arrière sur sa chaise. Il voulait sans doute aussi lui laisser des produits de nettoyage. On rit encore. Je garde une expression impassible, même si intérieurement, les émotions tourbillonnent comme une tempête. Gratitude pour le chalet. Perplexité à propos de l'enveloppe,
et sous tout cela, un étrange sentiment de validation. Charles se souvenait de moi. Il voulait que j'aie quelque chose qui compte pour lui. Léa se retourne sur son siège, ses yeux bleus froids, tandis qu'elle murmure assez fort pour que tout le monde l'entende. Cet endroit est infesté de rats et de pourriture. Bonne chance, tente de poursuivre Monsieur Brent en haussant légèrement la voix. Il y a plusieurs dons caritatifs mentionnés à la page 12. Avez-vous apporté une serpillière et un seau pour réclamer votre prix, s'écrie Eden, provoquant plusieurs membres de ma famille ricane. Je reste là, silencieuse, à ramasser mon sac à main. Quoi que Monsieur Brent ait à dire, ça ne me regarde pas, et j'ai assez subi d'humiliation pour aujourd'hui. Madame Mercey, dit Monsieur Brent en me tendant une épaisse enveloppe Kraft. C'est pour vous, je suppose, sentant le poids de ce qui semble être plus que des papiers à l'intérieur. Merci, dis-je simplement en me dirigeant vers la porte. Il m'appelle. N'oubliez pas de dépoussiérer les toiles d'araignée. Les rires me suivent dans le couloir, mais je ne me retourne pas. Dans le grand hall d'entrée, je m'arrête pour rouvrir la lettre de Charles, relisant ces mots à la lumière de ce qui vient de se passer. La vérité attend le bon moment pour éclater. Quelle vérité? Que essayait-il de me dire? Dehors, l'air estival est purifiant après l'atmosphère étouffante du bureau. Je m'appuie contre ma voiture et ouvre l'enveloppe Kraft que Monsieur Brent m'a donnée. À l'intérieur se trouve une enveloppe plus petite avec les clés de la cabine écrites dessus, un document transférant la propriété de la propriété au bord du lac, et un mot manuscrit de Charles Géa. Ils riront. Laissez-les faire. La cabane contient ce que vous cherchez. La vérité est enfouie là où personne n'osait regarder. Avec mes affections, Charles. Je plie soigneusement le mot et le remets dans l'enveloppe. Quel que soit le jeu que les Langford pensent jouer, Charles en jouait un tout autre. Laissez-les rire, me murmurai-je en démarrant ma voiture. Il ne gaspillait jamais ses mots. L'allée de gravier menant à la cabane au bord du lac n'a pas été entretenue depuis des années. Ma voiture rebondit et grésille sur les ornières tandis que les hautes herbes raclent le châssis. La nature a lentement repris ses droits sur ce coin oublié du domaine de Langford. Je me gare à côté de la cabane et m'assois un instant, l'admirant. La dernière fois que j'étais ici, Charles était encore en vie. Nous avions passé un après-midi à parcourir de vieilles photos, lui racontant des histoires, moi écoutant, tous deux ignorant la bouteille d'oxygène qu'il avait récemment commencé à utiliser. La cabane paraît plus petite que dans mes souvenirs. Un bardage en bois gris patiné par des décennies de pluie et de neige. Une véranda affaissée avec deux des fauteuils à bascule face au lac. Des fenêtres couvertes de poussière. Rien à voir avec la perfection manucurée de la maison principale. Et c'est précisément pour cela que Charles l'aimait. Pas de prétention ici, m'a-t-il dit un jour. Juste la vérité. La clé reste coincée dans la serrure, nécessitant une secousse ferme avant que la porte ne s'ouvre avec un grincement récalcitrant. Des mosses de poussière dansent dans la lumière de l'après-midi qui filtre par les fenêtres. L'air sent le vieux bois, le papier abandonné et quelque chose comme des secrets. J'entre, submergé par les souvenirs. La cheminée en pierre où Charles lisait à voix haute les soirs d'hiver. La petite cuisine où il m'a appris à préparer son sandwich au fromage grillé préféré avec 3 sortes de fromage et des tranches de poire, une combinaison qui horrifiait ma mère. La bibliothèque remplie de livres de poche usés, de recueils de poésie et de journaux en cuir. La vérité est enfouie là où personne n'osait regarder. Je murmure en passant mes doigts sur la cheminée poussiéreuse. Que voulait que Charles me trouve? Et pourquoi tout ce mystère? Je parcours méthodiquement la cabane, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Les placards de la cuisine ne contiennent que des tasses ébréchées et des assiettes dépareillées. La chambre abrite un lit simple avec une courte pointe délavée. La salle de bain est, comme on pouvait s'y attendre, spartiate. De retour dans la pièce principale, je me tiens au centre, me tournant lentement. Le bureau de Charles trône dans un coin, près de la plus grande fenêtre donnant sur le lac. C'est un ancien bureau à cylindre, dont la surface est encombrée de stylos, de bloc-notes et d'une vieille lampe en laiton. Je me souviens avoir regardé Charles travailler à ce bureau, le dos droit malgré son âge, la plume glissant sans cesse sur le papier. Alors que le reste de la famille Langford adoptait la technologie, Charles insistait pour écrire à la main. Les pixels disparaissent, disait-il. L'encre et les portes. Je m'assois sur sa chaise, caressant le bois usé. Le bureau comporte de nombreux petits tiroirs et compartiments, la plupart contenant ce qu'on pourrait attendre, trombone, timbre, élastique.
Mais en refermant un tiroir, j'entends un bruit creux en dessous. À genoux, j'examine le dessous du bureau. Rien de flagrant, mais lorsque j'appuie sur différentes sections, une partie se transforme légèrement en faux fond. J'appuie. Je serre plus fort jusqu'à ce que j'entende un clic et qu'un petit tiroir caché s'ouvre juste assez pour que je puisse le tirer complètement. À l'intérieur se trouve une seule clé. Une petite clé en laiton à l'ancienne. Une étiquette en papier jauni indique simplement A36. Mon cœur bat la chamade lorsque je tiens la clé à la lumière. Un coffre-fort, probablement. Mais où? Je ferme les yeux, repensant à mes conversations avec Charles. Il a mentionné sa banque à plusieurs reprises. First National, dans la ville où les Langford étaient implantés depuis des générations. Un souvenir me revient. Charles et moi, revenant du chalet il y a 3 ans. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter à la banque. Ça ne prendra qu'une minute. Kala a juste besoin de vérifier quelque chose de précieux. La banque. Il le faut. La First National Bank n'a pas changé de façade depuis 50 ans. Toutes ces imposantes colonnes de pierre et ses accessoires en laiton évoquent la stabilité et la tradition. À l'intérieur, le sol en marbre résonne de mes pas tandis que je m'approche du comptoir du service client. Je crois que mon grand-père avait un coffre-fort ici. Je dis à la jeune femme derrière le comptoir. J'ai la clé. Nom du coffre. Titulaire, demande-t-elle. Charles Langford. Ses yeux s'écarquillent légèrement en entendant le nom. Tout le monde dans cette ville connaît les Langford. J'aurais besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît, dit-elle soudain plus formellement. Et tout document prouvant que vous avez des droits d'accès. Je lui tends mon permis de conduire et les documents de Monsieur Brent, ceux qui me transfèrent la propriété du chalet. Rien ne mentionne spécifiquement un coffre-fort, mais j'espère que c'est suffisant. Elle examine les papiers, puis passe un coup de fil à voix basse. Au bout d'un moment, elle raccroche et sourit avec un sourire crispé. Monsieur Peterson vous aidera avec le coffre Langford. Veuillez vous asseoir. 20 minutes plus tard, je suis un homme d'un certain âge en costume sur mesure dans un couloir étroit. Il déverrouille une lourde porte menant à une pièce remplie de boîtes métalliques de différentes tailles. Boîte à 36, dis-je en lui montrant la clé. Il localise la boîte et utilise son passe-partout et le mien pour la décrocher du mur. Je vous laisse un peu d'intimité, dit-il en posant le coffret métallique sur une petite table dans un coin privé. Chambre. Sonnez quand vous avez terminé. Seul avec la boîte, j'hésite. Ce que Charles voulait que je découvre se trouve à l'intérieur. La vérité qu'il jugeait suffisamment importante pour orchestrer cette révélation élaborée. Je prends une grande inspiration et ouvre le couvercle. À l'intérieur se trouve un journal relié en cuir avec l'héritage Langford, une confession écrite sur la couverture de l'écriture distinctive de Charles. À côté, une enveloppe scellée adressée à Howard Brent. Mes mains tremblent en ouvrant le journal. La première page porte une simple inscription pour Kala qui mérite de savoir. Je commence à lire. Le journal retrace les premières années de Charles, son enfance difficile pendant la Grande Dépression, sa volonté de réussir, la construction de l'Empire Langford. Il y écrit sur son mariage, ses 4 enfants, ses déceptions et ses triomphes. Puis j'arrive à une section intitulée Thomas et mon cœur manque de s'arrêter. Mon 3e fils, Thomas, a toujours été différent des autres, sensible, artiste, questionneur. Tandis que Richard et William me suivaient dans les affaires, et qu'Elizabeth faisait un beau mariage, Thomas voulait peindre, explorer, vivre simplement, nous nous disputions. Des disputes terribles et passionnées qui ébranlaient les fondements de notre famille. J'avais tort. Tellement tort que mon orgueil m'empêchait de voir qu'il était simplement fidèle à lui-même. Lorsqu'il est tombé amoureux d'Helena, la fille de notre gouvernante, je l'ai interdit, j'ai trouvé cela inapproprié, j'ai dit qu'il foutait sa vie en l'air. Les choses que je lui ai dites, à tous les deux, sont ma plus grande honte. Thomas est parti, a coupé les ponts, a dit qu'il ferait son chemin sans le nom des Langford ni l'argent. Helena est restée dans son équipe. Elle avait besoin de ce poste, et Margaret a insisté pour qu'on la garde malgré le scandale. Je pense que Margaret appréciait le pouvoir que cela lui donnait sur quelqu'un qui avait atteint un rang supérieur à la sienne, comme elle le disait. Je n'ai su que des années plus tard qu'Helena était enceinte lorsque Thomas est parti. Que mon fils est mort dans un accident de voiture 3 mois après avoir quitté la maison. Que Helena a élevé leur fille seule, travaillant chez moi, regardant ma famille profiter de la richesse et des privilèges que son enfant aurait dû partager.
Cet enfant était Kala, ma petite fille, ma seule vraie petite fille. Le journal me tombe des mains et atterrit avec un bruit sourd sur la table. La pièce tourne autour de moi tandis que les pièces s'emboîtent. L'endroit. L'attention particulière que Charles me portait. Le refus de ma mère de parler de mon père. Le ressentiment de la famille Langford. Je ne suis pas la fille de la bonne. Je suis la fille de Thomas Langford. La petite fille de Charles Langford. Les mains tremblantes, je reprends le journal, me forçant à poursuivre ma lecture. J'ai découvert la vérité quand Kala avait 7 ans. Elena ne me l'a jamais dit. J'ai retrouvé les vieilles photos de Thomas et constaté la ressemblance avec Kala. Lorsque j'ai confronté Elena, elle a tout avoué, mais m'a supplié de ne rien dire à Kala. Qu'elle soit libérée du poison de cette famille, a-t-elle dit. J'ai respecté ses souhaits de son vivant, mais j'ai vu Kala subir le mépris de ses proches. J'ai vu ma propre famille la traiter comme une inférieure, alors qu'en vérité, elle est la meilleure d'entre nous. Il y a 3 ans, j'ai secrètement fait faire des tests ADN. Les résultats ont confirmé ce que je savais déjà. Kala est ma petite fille, la fille de Thomas. Une Langford de sang, sinon de nom. J'ai pris mes dispositions. Quand Kala lira ceci, la première partie de mon plan sera en marche. La cabane est à elle, l'endroit où Thomas était le plus heureux, où Elena et lui sont tombés amoureux. Mais ce n'est pas tout. La lettre ci-jointe contient des instructions pour Howard. Une deuxième lecture, un dernier jugement. Pardonner à un vieil homme ses excès de théâtre. Certaines vérités méritent leur heure. Je ferme le journal, l'esprit troublé. L'enveloppe scellée est devant moi, adressée à Howard Brent. Les instructions de Charles à son avocat. Je suis tenté de l'ouvrir, mais quelque chose m'en empêche. Charles avait un plan, une méthode. Peut-être devrais-je le laisser se dérouler comme il l'avait prévu. Je remets le journal dans la boîte, mais garde l'enveloppe. En quittant la banque, le soleil de l'après-midi me touche différemment. Le monde semble différent. Je suis différente. Dans ma voiture, j'examine l'enveloppe de plus près. Une date est écrite en petites lettres dans un coin. Dans 10 jours, et les mots, deuxième lecture. 10 jours. 10 jours pour assimiler ce que j'ai appris. 10 jours pour décider quoi faire d'une vérité que je n'ai jamais demandée, mais que j'ai toujours su. Je retourne au chalet, mon chalet maintenant, et m'assois sur la véranda tandis que le soleil se couche sur le lac. Dans la lumière déclinante, je rouvre le journal, avide de détails sur le père que je n'ai jamais connu, sur Thomas Langford, l'artiste qui aimait ma mère et qui est mort avant ma naissance. Dans le calme du soir, entouré du murmure de l'eau sur le rivage, je commence à comprendre pourquoi Charles a orchestré cette lente révélation. Certaines vérités sont trop lourdes à porter d'un coup. Certains secrets ont besoin de temps pour se dévoiler. Je touche l'enveloppe scellée dans ma poche. 10 jours. Et après? Quoi que Charles ait prévu, une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. 6 jours après avoir découvert le journal, je suis encore en train d'assimiler la vérité. J'ai passé le plus clair de mon temps au chalet, à lire et relire les mots de Charles, essayant d'assimiler la réalité, je suis, par le sang, une Langford. La cabane est devenue mon sanctuaire. J'ai nettoyé des années de poussière, ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et trier les tiroirs et les armoires. Dans une commode, j'ai trouvé une boîte de vieilles photos. Thomas, jeune homme, me ressemblait tellement que j'en ai été surpris. Ses cheveux noirs tombaient sur des yeux intenses. La même légère courbure au coin de la bouche. Mon père. Ce mot me semble encore étrange. Mon téléphone vibre, une notification retentit. Un autre article sur la famille Langford est apparu dans mes alertes infos. Je les surveille depuis la lecture du testament, observant les spéculations grandissantes sur la succession de Charles. Le drame de l'héritage des Langford. Des sources affirment qu'une partie des milliards est en cours de révision. L'article cite une source anonyme affirmant qu'une part importante des avoirs des Langford est en suspens, avec des rumeurs de seconde lecture ou de clauses contestées. La famille a refusé de commenter. Je pose mon téléphone et contemple le lac. La lettre de Charles à Howard Brent est posée sur la table à côté de moi, encore scellée pour quelques jours, jusqu'à la suite des événements. Ma solitude est interrompue par le bruit des pneus sur le gravier. Quelqu'un descend la longue allée menant au chalet. Je m'avance sur le porche juste au moment où un élégant SUV noir s'arrête. Howard Brent en sort, mallette à la main.
Son costume sur mesure détonne dans le décor rustique du chalet. Monsieur Mercey, dit-il d'un hochement de tête. Puis-je entrer? Je l'entraîne à l'intérieur, soudain gêné par la simplicité du mobilier. Il ne semble pas s'en apercevoir en s'asseyant à la petite table de la cuisine. Je ne vous prendrai pas trop de temps, dit-il, mais il y a des développements à surveiller. Les articles de presse, dis-je, sur l'examen de la succession sont en cours, il hoche la tête. La famille est agitée. Ils appellent mon bureau tous les jours pour demander des informations sur les biens restants. Les biens restants? Demandai-je. Je pensais que tout avait été distribué lors de la lecture. Monsieur Brent retire ses lunettes et les polit soigneusement avant de répondre. Ce qu'ils ont reçu était substantiel, mais incomplet. Les avoirs commerciaux de Charles, la majorité de ses liquidités et le contrôle de la fiducie familiale n'ont pas été abordés lors de la première lecture. L'ampleur de ses propos s'imprègne lentement. De combien parlons-nous? Environ 70% de la succession totale. Je manque de m'étouffer. Et ils savent que cette part arrivera lors d'une deuxième lecture. Ils savent que quelque chose va arriver. Pas quoi ni à qui. Ils jettent un coup d'œil à l'enveloppe scellée sur la table. Je vois que vous avez trouvé les instructions de Charles. Oui, dis-je. Le journal aussi. L'expression de Monsieur Brent s'adoucit légèrement. Charles m'a confié votre filiation il y a de nombreuses années. Il voulait vous reconnaître publiquement, mais a respecté les souhaits de votre mère. Pourquoi tant de théâtre? Je demande. Pourquoi ne pas tout dire à tout le monde dès la première lecture? Charles pensait que certaines vérités ont besoin de temps pour être bien perçues. Monsieur Brent dit qu'il voulait que vous ayez le temps d'assimiler l'information en privé avant d'affronter la famille et qu'il voulait qu'elle se montre sous son vrai jour avant la révélation finale. Comme sur Q, mon téléphone sonne, numéro inconnu. J'hésite, puis réponds sur haut-parleur. C'est Richard Langford, sa voix tendue par une amabilité forcée. J'espère ne pas vous déranger. Pas du tout. Je réponds en échangeant un regard avec Monsieur Brent. Je pensais que nous avions mal commencé la lecture. La famille aimerait vous inviter à dîner demain soir. Soyez les bienvenus. L'insincérité dans sa voix est presque douloureuse à entendre. C'est très gentil, dis-je. Mais j'ai des projets. J'insiste, dit Richard, une pointe d'amertume se glissant dans sa voix. La famille devrait rester unie dans des moments comme ceux-ci. Famille, je ne peux m'empêcher d'échapper à un rire amer. Ce n'est pas comme ça que vous m'avez appelé la semaine dernière. Il y a un silence avant que Richard ne continue. Sa voix est maintenant douce comme du miel. Charles tenait visiblement à vous. Cela vous rend important à nos yeux. J'y réfléchirai, dis-je avant de raccrocher. Monsieur Brent hausse un sourcil. Ça commence, dit-il simplement. Après son départ, je me rends à la maison principale pour récupérer les quelques affaires que j'ai laissées. J'espère pouvoir entrer et sortir discrètement. Mais alors que je range mes dernières affaires dans le petit appartement du personnel au-dessus du garage, la porte s'ouvre brusquement. Léa se tient sur le seuil, un verre d'ambre à la main. Ses joues sont rouges, ses yeux brillent d'une fureur contenue. Tu apprécies ton petit chalet, demande-t-elle en buvant une gorgée. Je continue à faire mes bagages. C'est paisible. Elle entre sans y être invitée, regardant la pièce épurée avec mépris. Tu sais ce que je pense? Elle pose son verre sur ma commode avec une lenteur délibérée. Je crois que tu as manipulé un vieil homme scénique. Je referme mon sac de sport. Je pense que tu devrais partir. Ce n'est pas fini, dit-elle en ramassant son verre et en le jetant contre le mur. Il se brise, projetant verre et alcool dans les airs. Une partie m'éclabousse le bras. Tu n'es pas des nôtres. Tu ne le seras jamais. Je reste sur mes positions, la regardant droit dans les yeux. Tu n'as aucune idée de qui je suis. Son rire est glacial. Oh, je sais exactement qui tu es. L'enfant de la femme de chambre qui ne sait pas quand partir. J'épuise mon sac et je passe devant elle, attention à éviter le verre brisé. Alors que j'atteins la porte, je me retourne. Votre grand-père savait qui j'étais. Vous devriez peut-être vous demander pourquoi cela vous fait tellement peur. En bas, je traverse la cuisine une fois que le domaine de ma mère et entendant les voix de l'étude. La porte est un pot et je reconnais Richard et son frère William dans une conversation animée. Nous ne pouvons pas attendre ce non-sens de la deuxième lecture.
Richard dit que l'accord de Westlake doit conclure maintenant. Howard ne publiera pas les avoirs en affaires qu'après cette mystérieuse deuxième lecture. William répond que ses mains sont liées par les termes du testament. Ensuite, nous trouvons un moyen de contourner cela. Richard s'enclenche. Ce vieil homme a tout ruiné avec sa sentimentalité. D'abord la cabine de la fille de la femme de ménage. Maintenant, ce retard avec les vrais actifs. Je continue. Leurs mots confirmant ce que M. Brent a suggéré. La famille est désespérée d'accéder au reste de la fortune de Charles. En sortant, je suis presque en collision avec un homme trébuchant les marches. Nathaniel Langford, le fils de Richard et le cousin de Leia. Il est clairement ivre, ses vêtements chair froissés, ses yeux injectés de sang. Eh bien, si ce n'est pas notre nouveau membre de la famille, insuffle-t-il, bloquant mon chemin où tu t'en fous, cousin. Excusez-moi, dis-je, essayant de contourner lui. Il se déplace avec une rapidité surprenante pour rester sur mon chemin. Vous avez la cabine de grand-père. Qu'est-ce que le vieil homme vous promettait d'autre? Rien, réponds-je. Maintenant, veuillez bouger. Ce vieil homme a tout ruiné, dit Nathaniel, sa voix tombant à un chuchotement amer. Toujours avec sa déception, ses normes, ses secrets. Et maintenant? Je ne sais pas de quoi vous parlez, je dis, même si je soupçonne que je le fais. Il se penche, l'alcool lourd sur son souffle. Vous n'appartenez pas à cette image. Quoi que vous pensiez que vous obtenez, cela ne se terminera pas bien pour vous. Je le passe devant, me dépêchant de ma voiture. Alors que je monte, je le vois toujours debout, en me regardant à travers le rétroviseur. De retour à la cabine, j'appelle M. Brent et je confirme qu'il a toujours la deuxième clause scellée de Charles et j'attends le rendez-vous nommé. La liaison légale. Qui aimait assez ma mère pour s'éloigner de la fortune et du privilège? Je ne me suis pas dit. Je continue à organiser des fleurs fraîches dans le petit vase. Vous vouliez que je live de leur monde, mais je fais partie de cela maintenant, que je veuille l'être ou non. Le lendemain matin, je suis réveillé par un coup frénétique. Quand j'ouvre la porte, Catherine Langford, la fille de Charles, se tient sur mon porche. Elle est différente de la femme parfaitement composée à la lecture de Will. Ses cheveux se détachent, ses yeux rouges. Vous devez allumer les nouvelles, dit-elle sans préambule. Je l'invite avec prudence et je fais allumer le petit téléviseur dans le coin. L'écran se remplit d'un journaliste debout devant le siège social de Langford. Allégation de détournement contre James Wright, marié à Catherine Langford, fille de feu Charles Langford. Des sources affirment que Wright siphonne des fonds du Family Trust depuis des années. Catherine mue le téléviseur. Ce n'est pas vrai, dit-elle tranquillement. James essayait de protéger ses actifs de Richard et William. Ils ont vendu des morceaux de l'entreprise derrière tout le monde. Pourquoi tu me dis ça? Je demande. Elle me regarde directement. Parce que vous êtes impliqué maintenant. Tout ce qui est dans cette deuxième lecture a toute la famille terrifiée. Richard et William ont conclu des accords, tirant parti des actifs qui pourraient même ne plus contrôler. Je ne comprends pas, dis-je. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Le père a changé ces dernières années, dit-elle. Plus réfléchissant, plus soucieux de l'héritage qu'en argent. Il a parlé d'erreur, de faire les choses correctement. Elle hésite. Il a parlé de vous. Mon pouce accélère. Qu'a-t-il dit? Rien de spécifique, mais la façon dont il vous a regardé, elle se déroule. Mon père n'était pas un homme démonstratif, mais quand il a parlé de vous, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Saviez-vous? Je pose des questions sur Thomas et ma mère. L'expression de Catherine change, surprise suivie d'une compréhension lente. Thomas, chuchote-t-elle. Bien sûr, vous avez les yeux. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, son téléphone bourdonne. Elle le vérifie et se tient brusquement. Je dois y aller. James est interrogé. À la porte, elle pose. Quoi qu'il arrive ensuite, n'oubliez pas que nous ne sommes pas tous comme Richard et Leia. Après son départ, j'appelle à nouveau M. Brent. La famille s'effondre, je lui dis. Il y a des reportages, des accusations. J'ai vu, il interrompt. C'est précisément pourquoi Charles a structuré les choses comme lui. La pression révèle les fissures. Devrions-nous remonter la deuxième lecture? Je demande. Non, dit-il fermement. Charles était explicite sur le moment. 3 jours de plus, mademoiselle Mercey.
Alors tout change. Je passe ces 3 jours dans des limbes étranges, en regardant de loin alors que la famille Langford se fracture publiquement. James Wright est libéré sans accusation, mais les dommages à la réputation de la famille sont causés. Les rumeurs tourbillonnent sur la mauvaise gestion et les difficultés de puissance interne. Margaret donne une interview désastreuse tentant de rejeter la controverse uniquement pour faire un commentaire désobligeant sur le nouvel argent qui devient viral. William est photographié avec Richard à l'extérieur de leur siège social. Et à travers tout cela, la question de la fortune de Charles et qui le contrôlera pend tout comme un nuage de tempête. Le matin du 10e jour, je m'habille soigneusement dans une robe bleue simple qui était la préférée de ma mère. J'ai touché le petit collier d'or que Charles m'a donné pour mon 21e anniversaire. Un pendentif délicat en forme de poitrine. La reine. Monsieur Brent prend me chercher à la cabine. Êtes-vous prêt? Demande-t-il alors que nous nous dirigeons vers le domaine. Je regarde le paysage qui passe. Le monde que j'ai toujours observé de la périphérie sur le point de devenir le mien d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Non, je réponds honnêtement, mais je ne pense plus que cela compte. Alors que nous arrivons au domaine de Langford, je prends une profonde inspiration. La vérité n'est plus enterrée. Il est sur le point de fleurir, tout comme Charles a promis, et rien ne sera jamais le même. Le domaine de Langford me semble maintenant différent. La façade en pierre imposante, les jardins entretenus, les fenêtres brillantes, ils n'intimident plus. Cette maison ne tient plus de pouvoir sur moi. Monsieur Brent et moi marchons côte à côte sur les marches avant. La porte s'ouvre avant de l'atteindre. Stevens, le majordome qui a servi la famille pendant des décennies, nous accueille avec un signe de tête formel. Ils attendent dans l'étude, monsieur. Madame Mercey. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont il dit mon nom. Un changement de ton subtil qui pourrait être le respect. Nous le suivons à travers le grand foyer, devant la galerie de portraits où les générations de Langford regardent des cadres de culpabilité. Je remarque pour la première fois un plus petit portrait en partie caché derrière un plus grand. Un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux intenses. Thomas. L'étude est emballée. Chaque membre adulte de la famille Langford est présent avec divers avocats et conseillers. Les conversations s'arrêtent lorsque nous entrons. Tous les yeux se tournent vers nous. Richard se tient près de la cheminée, une main agrippant le manteau. Howard, enfin. Commençons avec. Monsieur Brent se déplace vers le bureau sans reconnaître l'impatience de Richard. Il pose sa mallette et retire une enveloppe scellée identique à celle que Charles m'a quittée. Avant de commencer, dit-il, sa voix stable. Je veux rappeler à tout le monde que les termes je suis sur le point de lire sont juridiquement contraignants. Les souhaits de Charles Langford ont été vérifiés, documentés et déposés auprès de plusieurs autorités juridiques. Oui, oui, dit Margaret, agitant une main dédaigneuse. Nous comprenons le sceau légal. Et révélé 10 jours après la lecture de mes instructions explicites. Fille de mon fils Thomas Langford et Helena Mercey. Ensuite, une tasse de thé s'écrase au sol. Leia l'a laissé tomber, son visage épuisé de couleur. Quoi? Richard gère enfin, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Monsieur Brent continue de lire. Les tests d'ADN effectués il y a 3 ans ont confirmé ce que je savais dans mon cœur puisque Kala était un enfant. Les résultats de ces tests sont joints en annexe A et ont été vérifiés par 3 laboratoires indépendants. C'est absurde, dit Margaret, trouvant sa voix. Thomas n'a jamais eu d'enfant. Helena aurait dit quelque chose. Helena a protégé sa fille de cette famille. Monsieur Brent interrompt, son comportement professionnel craquant légèrement. À sa demande, Charles a gardé ses informations privées au cours de sa vie. William avance. Main tendue. Laissez-moi voir ses résultats de test. Monsieur Brent lui dépasse un dossier scellé. William l'ouvre, scanne le contenu et son visage se met. C'est vrai, dit-il tranquillement. Les marqueurs sont indubitables. Richard arrache le dossier de son frère. Cela ne signifie rien. Un test ADN peut être truqué. Tout cela est une configuration. Les tests étaient dirigés dans la division médicale de votre propre entreprise, Richard. Monsieur Brent dit calmement. À peine une source que vous pouvez discréditer. La pièce éclate dans le chaos. Des voix se criant les unes sur les autres. Accusations volant, menaces en cours. À travers tout cela, je reste debout tranquillement près de la porte,
en regardant la famille qui ne m'a jamais accepté se réconcilier avec le fait que je suis l'un d'eux. Monsieur Brent soulève la voix pour être entendu sur la tanière. Il y a plus. La pièce se calme progressivement. Les restrictions suivantes s'appliquent à tous les holdings de Langford. Aucun actif ne peut être vendu, transféré ou exploité sans l'approbation écrite expresse de Calamé, qui détient désormais l'intérêt contrôlant toutes les entreprises familiales, les propriétés et les fiducies. Le visage de Richard a transformé une nuance alarmante de rouge. C'est la loi, Monsieur Brent termine pour lui. Et avant que quiconque considère contester ce document, sachez que Charles a fait de sa compétence mentale un dossier juridique. 3 évaluations psychiatriques distinctes ont effectué des trimestriels dans un an avant sa mort confirmaient son esprit solide et son jugement. Leia avance, son sang-froid retrouvé, bien que ses yeux brûlent toujours de fureur. Elle le manipula, siffletait-elle, me pointant vers moi. Elle a fait son chemin dans sa confiance, a joué le pauvre petit orphelin, tout pour mettre la main sur notre argent. Votre argent ? Je dis, parlant pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Ma voix est plus stable que ce à quoi je m'attendais. L'argent auquel vous essayez frénétiquement d'accéder avant cette lecture. Les atouts que vous et votre père vendez secrètement. Leia blanche. Comment m'avez-vous dit Catherine ? Je dis sur les offres, les accusations de détournement, tout cela. Vous vous déchirez depuis 10 jours, montrant exactement qui vous êtes. Vous fraude, elle crache. Tu n'es rien, personne. L'enfant de la femme de chambre joue à s'habiller. Monsieur Brent s'éclaircit la gorge. Il y a un dernier article, dit-il, en tenant une petite tablette. Une vidéo enregistrant que Charles a fait 6 mois avant sa mort. Il définit la tablette sur le bureau et appuyait sur le jeu. Charles apparaît à l'écran, assis dans son préféré président de l'étude. Il a l'air fatigué mais Cléi, son regard direct et sans faille. Si vous regardez ça, commence-t-il, alors la vérité est enfin connue. Calamurcé est ma petite fille, la fille de mon fils Thomas, que j'ai échoué dans la vie mais j'espère honorer dans la mort. Il s'arrête, ajustant ses lunettes. Pour ma famille, je sais que cela est un choc, peut-être même une trahison, mais regarde dans ses yeux. Voyez ce que je vois. L'esprit de Thomas, son intégrité, sa force tranquille. Cala est un Langford de toutes les manières qui comptent. Sa voix se renforce. Pendant que le reste d'entre vous a combattu le statut et les biens, Calus est assis avec moi, a écouté mes histoires, m'a posé des questions sur mes rêves, pas mon argent. Elle est ma plus grande fierté et je conteste l'héritage de Langford à ses mains. Les seules mains en qui j'ai confiance pour préserver ce qui compte vraiment. La vidéo se termine. La pièce est complètement silencieuse. Après un moment, Eden se lève et se dirige vers la porte, marmonnant sur les avocats et les concours. Plusieurs autres suivent, dont Richard, qui s'arrête pour me donner un regard de venin pur avant d'assaut. Nathaniel s'approche, soudainement sobre et calculant. Nous pouvons trouver quelque chose, dit-il tranquillement. Il n'y a pas besoin de changement drastique. Les entreprises familiales dirigent d'une certaine manière. Les entreprises familiales se déroulent sur l'exploitation et l'évasion fiscale, je réponds, tout aussi silencieuse. Cela change maintenant. Il me regarde pendant un long moment, puis se retourne et part sans un autre mot. Alors que la pièce se vide, il ne reste que Catherine, debout près de la fenêtre. Elle s'approche lentement, étudiant mon visage. Je le vois maintenant, dit-elle doucement. Tu as son sourire. Thomas sourit toujours avec ses yeux en premier. Je ne sais pas quoi dire, donc je hoche simplement la tête. Il était le meilleur d'entre nous, poursuit-elle. Le père le plus gentil ne s'est jamais pardonné de l'avoir éloigné. Elle hésite. Veux-tu me parler de ta mère ? Ce qu'elle était avec toi ? La question m'attire au dépourvu. Dans tout le drame sur l'héritage et l'ADN, je ne m'attendais pas les feuilles, je suis en train de vous faire du mal, à l'échec le bureau de Charles à Langford Enterprises. La vue de l'horizon de la ville est spectaculaire, mais je me concentre sur les documents répartis sur le bureau. Monsieur Brent, Howard, comme il m'a demandé de l'appeler, est assis en face de moi, expliquant patiemment la structure de diverses propriétés familiales. Ces 3 filiales, dit-il, pointant vers un diagramme, fonctionnent à perte depuis des années. Ils existent principalement comme des abris fiscaux. Je note, fermez-les. La famille n'aimera pas ça, prévient Howard. En particulier Richard, son fils dirige l'un d'eux.
La famille n'a plus d'intérêt contrôlant, je lui rappelle. Et nous ne sommes pas dans le domaine de l'hébergement des impôts tout en sous-payant les travailleurs. Il hoche la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Charles approuverait. La transition n'a pas été facile. Comme prévu, plusieurs membres de la famille ont déposé des contestations juridiques au testament. Tous ont été rejetés lorsque les preuves ADN ont été présentées à la cour. Richard et William ont tenté d'appeler une réunion du conseil d'urgence pour vendre des actifs clés avant de pouvoir prendre le contrôle, un déménagement que Howard a bloqué avec une injonction. La résistance la plus surprenante est venue de l'entreprise des dirigeants qui s'étaient mis à l'aise avec l'ancienne façon de Langford de faire des affaires. Une surveillance minimale, des bonus généreux et un accent sur les bénéfices trimestriels par rapport aux considérations éthiques. J'ai tiré le PDG ma première semaine. Le CFO a démissionné le lendemain. Le conseil d'administration s'adapte toujours à ma présence à la tête de la table, une femme de 26 ans dont ils n'avaient jamais entendu parler maintenant, contrôlant l'empire qu'ils ont servi pendant des décennies. Mon téléphone bourdonne avec un SMS de Jade, le directeur du programme pour les jeunes que j'ai établi au Lakeside Cabin. Enfant arrivant pour une retraite de week-end. A encore besoin d'un équipement de pêche. Je note que les fournitures soient livrées, puis je reviens au rapport financier. La cabine, mon premier héritage de Charles, est devenue une retraite pour les jeunes du centre-ville, offrant des expériences de nature, des programmes artistiques et du mentorat. Il est juste d'honorer Charles et mon père en utilisant l'endroit où ils aimaient créer des opportunités pour les enfants qui pourraient autrement être négligés. Howard me laisse plus de documents à examiner, et je passe l'après-midi à creuser des années de décisions d'entreprise, en identifiant les modèles d'exploitation et les déchets qui doivent être traités. Par le soir, mes yeux brûlent et ma tête me fait mal avec le poids des responsabilités que je n'ai jamais demandées, mais je dois maintenant porter. Je me rends dans le domaine, toujours étrange de le considérer comme en partie le mien, et je traverse les salles tranquilles jusqu'à l'étude de Charles. La famille visite rarement plus. Richard et Margaret se sont retirés dans leur maison d'été. William voyage constamment pour les affaires qui semblent largement conçues pour l'éloigner de moi. Elisabeth a été la plus acceptée, appelant parfois pour vérifier ou offrir des conseils. Dans l'étude, je déverrouille un cabinet que Charles m'a montré une fois, contenant sa correspondance personnelle. À l'intérieur se trouvent des faisceaux de lettres liées au ruban fané, dont plusieurs adressées. Je les ai lus lentement, un chaque soir, en rassemblant l'histoire du père que je n'ai jamais connu et la relation qui m'a produit. La lettre de ce soir est datée d'un an après le départ de Thomas. Thomas, j'avais tort. Ces mots sont difficiles à écrire pour moi, mais ils sont vrais. Votre art compte. Vos choix comptent. Mes attentes n'auraient pas dû éclipser vos rêves. Elena nous a quittés aujourd'hui. Aucun avis. Pas d'adresse de transfert. Steven dit qu'elle avait l'air mal. Je crains quoi cela pourrait signifier. Si vous recevez cela, sachez que ma porte reste ouverte. Pas pour les excuses ou les explications, mais simplement pour revoir votre visage. Ton père, Charles. La lettre n'a jamais été envoyée comme tous les autres. Une collection de regrets et de connexions manquées qui ont façonné 3 générations de Langford. Je le plie attentivement et le retourne à son enveloppe. Ensuite, je sors mon téléphone et je passe un appel que j'ai repris. Et Catherine, c'est Kala. Je me demandais si vous souhaitez dîner demain. J'aimerais en savoir plus sur Thomas. La conversation est brève mais chaleureuse. Un autre petit pas vers quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir nommer. Pas exactement la réconciliation, mais peut-être comprendre. La semaine suivante apporte le premier test public majeur de mon nouveau poste. Le gala annuel de la Langford Foundation, un événement caritatif de haut niveau à laquelle assistait l'élite de la ville, tombe envers moi pour accueillir. Il est traditionnellement tenu dans le domaine avec la famille présentant un front unifié de la richesse et de la philanthropie. Je décide de rompre avec la tradition. Au lieu du dîner formel habituel avec un minimum de dons et un maximum félicitations, j'ai transformé l'événement en une journée portes ouvertes au domaine, désormais désigné comme le Langford Museum of Art and History. Vous transformez la maison familiale en musée. Léa avait crié lorsque l'annonce s'est éteinte. Où sommes-nous censés vivre? Dans l'une des 6 autres propriétés que vous possédez? J'ai répondu calmement. Cette maison appartient maintenant à l'histoire. Le gala d'ouverture du musée est un succès au-delà de mes attentes. Les chambres qui m'ont autrefois intimidé avec leur exclusivité accueillent désormais les visiteurs de tous horizons.
Les peintures de Thomas ont récupéré du stockage où Charles les avait soigneusement conservées formaient la pièce maîtresse de la collection. Toute la famille ne présente pas. Richard et Margaret envoient des regrets. William fait une brève apparition avant de trouver une excuse pour partir. Mais Catherine vient avec son mari James. Les deux apparemment soulagés par la nouvelle approche, Elizabeth amène ses enfants, qui semblent fascinés par les artefacts familiaux maintenant en exposition publique. Nathaniel se présente de façon inattendue, l'air inconfortable dans son smoking. Il me trouve par la table de rafraîchissement. Vous passez vraiment avec ça, dit-il, en gelant vaguement à l'espace transformé. Le musée? Oui. Il tourbillonne son eau pétillante. Pas de l'alcool. Je remarque que j'ai déposé une plainte contre vous la semaine dernière. Je sais, je réponds. Howard m'a dit que cela ne réussira pas, admet-il. Les preuves sont trop fortes. Je l'étudie. Le cousin qui se moquait autrefois m'a maintenant forcé de reconnaître notre sang partagé. Pourquoi tu me dis ça? Il hausse les épaules. L'honnêteté semble être la nouvelle politique familiale. Il s'arrête. Je ne le retire pas, juste pour que vous le sachiez. Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez, dis-je. Mais j'espère qu'un jour vous comprendrez pourquoi Charles a fait les choix qu'il a faits. Nathaniel part peu de temps après, mais la conversation reste avec moi. Pas tout à fait l'acceptation, mais peut-être le début du respect. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, je me retrouve dans un coin calme de ce qui était autrefois les quartiers du serviteur. Une petite plaque l'identifie maintenant comme la résidence d'Helena Mercer 1985 à 2023. Dans le cadre de l'engagement du musée à raconter l'histoire complète de Langford, j'ai invité la sœur cadette d'Helena, ma tante Gloria, et sa famille au gala. Ils se tiennent maintenant dans le petit appartement où ma mère vivait, examinant des photographies et des objets personnels que j'ai organisés en hommage. Elle ne nous a jamais dit, Gloria dit doucement, touchant une photo encadrée de ma mère qui me tient comme un bébé. Nous savions qu'elle avait une fille, bien sûr, mais pas qui était votre père. Elle me protégeait, dis-je, et se protégeait probablement aussi. Gloria hoche la tête. Helena était toujours indépendante, fière. Elle n'aurait pas voulu pitié au ragot. Elle me serre la main. Mais elle serait fière de vous maintenant, debout, faisant des changements. Alors que le personnel du musée commence à se fermer pour la nuit, je me promenais seul à travers la grande salle. Mère et un petit portrait professionnel que Charles avait commandé pour mon diplôme universitaire. Un grand-père qui a cherché à faire amende honorable à travers un héritage que je ne m'attendais pas. Dans ma chambre, l'un des rares espaces privés que j'ai entretenu dans le domaine. Je me tiens devant le miroir. Autour de mon cou brille, le stylo d'échecs et Charles m'ont donné il y a des années. La reine, la pièce la plus puissante du tableau. Ils m'ont appelé l'enfant de la femme de chambre. J'ai chuchoté à mon reflet, mais il m'a appelé son héritage. Et maintenant, le monde sait enfin pourquoi. À l'extérieur de ma fenêtre, les lumières de la ville scintillent au loin. Demain apporte plus de défis. Réunion du conseil d'administration, bataille juridique, tension familiale qui pourrait ne jamais guérir complètement. Mais ce soir, je sens quelque chose qui s'installe en moi. Pas exactement la paix, mais le but. Cet héritage, compliqué, douloureux, puissant, est à moi maintenant. Pas seulement pour posséder, mais pour se transformer, tout comme Charles espérait que je le ferais. Tout comme mon père aurait pu le faire, il avait vécu pour voir sa fille grandir. Tout comme ma mère m'a préparé à le faire, avec sa force et sa dignité silencieuse, je touche à nouveau le pendentif, puis je me détourne du miroir. Il y a du travail à faire, et enfin, je sais exactement qui je suis. Que feriez-vous si vous découvriez que votre identité a été construite sur des secrets que d'autres ont choisi de vous garder? Si cette histoire a résonné avec vous, appuyez sur ce bouton comme le bouton et abonnez-vous à plus d'histoires de secrets de famille, de vérités cachées et du pouvoir qui vient enfin de revendiquer votre place légitime dans le monde.